Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Les grands jours tant souhaités est enfin arrivé. Indépendance, tcha-tcha. En vertu du droit des peuples à disposer de terres. De ce moment et à jamais, notre État libre et indépendant. Il n'y a pas de dignité sans liberté. C'est par la lutte qu'elle a été conquise. la patrie ou la mort. En Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains. Au tableau, tcha-tcha, va gagner. On dit pas tcha-tcha, Ahidjo a été le premier président de ce pays. Un patriote exemplaire. Il est le président de l'indépendance. Ahidjo n'a eu qu'une passion dans sa vie, le Cameroun. Le Cameroun, c'était lui. Le Cameroun, c'était sa respiration. Ahidjo s'est préoccupé des habitants du Cameroun, du peuple camerounais. Ce n'est pas rien. Toute son ambition, c'était le Cameroun. Il n'avait qu'une passion, qu'un souci, le Cameroun. C'était quelqu'un qui voyait toujours loin. Ahidjo a rendu le pays riche. C'était un homme qui avait une détermination et qui était ambitieux pour son pays à un point que personne ne peut imaginer. Le Cameroun pouvait vivre 10 ans sans problème. Ahidjo a été un grand chef d'État, un Africain authentique. Arrivé au pouvoir à la faveur des mutations et des mouvements de rébellion qui secouent les colonies en général et l'Afrique francophone en particulier en cette fin de décennie 1950, Amadou Ahidjo, jeune télégraphiste originaire du Nord, que rien ne prédisposait à un tel destin, va très rapidement rentrer dans la peau du chef que lui taillent les autorités coloniales qui viennent de débarquer de son poste l'incontrôlable ancien Premier ministre André-Marie Mbida. Il faut reconnaître que, après quelques mois, il s'était rendu difficilement supportable par ses propres ministres et par l'Assemblée. Surtout. Et l'Assemblée l'aurait vraisemblablement renversé par une motion de censure. C'est en tout cas ce que j'avais dit à Jean Ramadier, mon successeur, lorsque je lui avais passé mes pouvoirs. Si je peux dire, sa nomination s'imposait. Amadou Ahidjo, cet abîme de silence dans une Afrique fascinée par la magie du verbe, qui dit haïr le dogmatisme et qui se définit comme un pragmatique, va, malgré son ancrage du début à sa province d'origine, réussir au forceps à réaliser dans ce pays hétéroclite, qui est une véritable Afrique en miniature, l'unité nationale. Parcouru les 5 départements du Cameroun occidental, le chef de l'État a regagné la capitale fédérale. Il a pu sentir dans l'adhésion de tous ceux qui étaient venus l'accueillir la conviction qu'une fois de plus, il avait utilement servi la cause de la patrie. Monsieur Solomon Tandeng Mouna, qu'accompagnait son premier vice-président, M. Maïmatip, est venu présenter au chef de l'État les membres du bureau de la nouvelle Assemblée nationale. Le président Ahidjo a évoqué le rôle essentiel que l'Assemblée doit jouer dans la vie politique du Cameroun. Les ministres Paul Biya, Senghor Akpo et Yadji Abdoulaye assistaient à l'entrevue. L'unité nationale, son principal slogan, sa priorité, son objectif passe d'abord par la réunification des deux parties du Cameroun. La partie anglophone, qui au début souhaitait se rallier au Grand Nigeria voisin, va accepter, sous la pression diplomatique d'Ahidjo, de rejoindre définitivement la partie orientale francophone le 20 mai 1972. L'unité nationale atteinte, Amadou Ahidjo, qui, au fil des années, a installé un pouvoir fort, voire autocratique, est réélu pour la 3e fois à la magistrature suprême du Cameroun. Il faut dire qu'il n'a désormais aucun adversaire en face, les militants nationalistes ayant été arrêtés ou tués un peu partout dans le pays. Les prisons de Tcholire et de Yoko fonctionnent à plein régime. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de tribunaux, donc vous êtes arrêté, interrogé, interné
À aucun moment vous ne voyez ni un juge, ni un magistrat, et encore moins un avocat. Et vous ne savez même pas ce qu'on vous reproche avec exactitude, puisqu'on ne vous fait même pas de rien du tout. Et ensuite, les conditions sont assez pitoyables et très très dures. Comme je le décris dans mon roman, ça c'est pas de la fiction, c'est la réalité. Au moins ça c'est la réalité. Et les gens sont maltraités à longueur des journées. Et très peu s'en sortent. On peut mourir, on peut devenir fou. Vraiment, c'est des conditions vraiment dures. Et un beau jour, on vous libère sans aucune explication, exactement comme les otages qu'on libère en Irak. Pour ma part, personnellement, j'étais peut-être particulièrement résistant, puisque 20 ans après, je suis encore vivant, je ne suis pas mort. Mais beaucoup sont morts des suites de leur séjour dans cette prison-là. Voilà ce que je peux dire. Et beaucoup sont devenus d'ailleurs zinzin, c'est-à-dire un peu fous à la suite de cela. À Yoko, il y avait plusieurs quartiers. Il y avait le quartier hommes de droit commun, quartier femmes de droit commun. Et nous, on nous a alloué un quartier juste pour nous et un autre quartier parce que parmi nous, je crois qu'il y avait 5 ou 6 femmes. On leur a aussi donné un quartier pour elles. C'est dans une certaine sérénité qu'Ahidjo, que plus grand chose ne menace, entreprend les grands travaux, les grands chantiers qui vont placer le Cameroun parmi les pays africains en voie de développement, comme on le disait à cette période-là. C'est la période du développement des infrastructures. C'est également le moment de l'industrialisation du Cameroun. L'agriculture fait aussi partie des priorités du président qui réalise ce qu'il va appeler la révolution verte. Et même si le Cameroun découvre quelques gisements pétroliers sur ses côtes atlantiques, le président Ahidjo n'y accorde qu'un intérêt limité. Pour son engagement en faveur du développement du Cameroun et son intense activité pour une plus grande intégration régionale, le président Amadou Ahidjo, qui entretient une concurrence saine et productive avec ses homologues Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et Léopold Sédar Senghor du Sénégal, séduit ses pairs, mais également la communauté internationale, dont le souci premier à cette époque n'est pas l'instauration de la démocratie. C'est tous les grands décideurs de la planète qui le reçoivent avec tous les égards. Surtout qu'il entretient une diplomatie particulièrement active et efficace. C'est donc très naturellement qu'il est réélu en 1980 après le simulacre de suspense qui caractérisait ses déclarations de candidature. Après une floraison d'émotions de soutien feinte ou réel pour le convaincre d'être candidat, Ahidjo accepte au congrès de Bafoussam de rempiler pour 7 ans encore. J'ai décidé de répondre oui à votre appel, à l'appel du peuple. Oui, j'accepte l'investiture de mon parti, l'Union nationale camerounaise. Oui, j'accepte de solliciter un nouveau mandat à la magistrature suprême de mon pays. Amadou Ahidjo, qui entame en 1980 un nouveau septennat à la tête du pays qu'il dirige depuis 1958, soit 22 ans de règne déjà, n'a que 56 ans. L'âge auquel beaucoup en Occident aspirent enfin légitimement au trône. Et même si la colère gronde, personne n'ose trop parler devant une machine policière répressive qui met à l'ombre très souvent sans procès tous ceux qui sont soupçonnés de menacer la sécurité de l'État. Le mandat qui démarre donc s'annonce sans souci, calme et serein. L'ordre règne dans le pays en ce début de la décennie 1980. Et les Camerounais, amoureux du football, s'apprêtent plutôt en cette fin d'année 1982 à vivre une première participation à la phase finale de la Coupe du Monde de football qui se joue cette fois-là en Espagne. Après une remarquable participation qui réjouit l'ensemble du pays et même le continent tout entier qui jusque-là ne s'était pas illustré dans ce tournoi, personne ne s'attend en ce mois de novembre 1982, par une journée de chaleur de saison sèche, à assister à ce qui va symboliser le virage décisif dans l'histoire du Cameroun.
Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Vive le Cameroun. Cette démission subite en apparence suscite bien sûr, dans un premier temps, la peur. Peur de l'inconnu et du chaos, puisque depuis les indépendances, l'on n'a pas assisté à une quelconque alternance. Et l'omniprésence de celui qui cède volontairement sa place est telle que son image semble liée au sort du pays qu'il a dirigé de main de maître depuis une vingtaine d'années. Et dans ce pays, où plane l'ombre d'un tribalisme longtemps entretenu tant par les colons que par les autorités, qui s'en servent pour diviser et se faire soutenir dans leur région, beaucoup redoutent de voir imploser la fragile unité nationale construite patiemment par Amadou Ahidjo. Surtout que celui qui prend les rênes du pays, le successeur constitutionnel, Paul Biya, qui a été tour à tour secrétaire général de la présidence de la République et Premier ministre, est peu ou mal connu par ses concitoyens. Jusque-là, il ne jouissait pas de grands pouvoirs et n'était l'élu d'aucune région. Discret et réservé, il ne faisait pas vraiment partie des dauphins. Pourtant, le 6 novembre 1982, le président Amadou Ahidjo quitte définitivement le palais présidentiel. Il cède la place à son successeur constitutionnel, celui qu'il a contribué à hisser au fil des ans dans les sphères du pouvoir. C'est avec tous les honneurs qu'il cède la place devant des collaborateurs quelque peu désorientés et partagés. M. Paul Biya a succédé à la tête de l'État à son illustre prédécesseur Amadou Ahidjo selon un cérémonial haut en couleur et empreint d'une solennité de particulière. C'est au palais de l'Assemblée nationale, ainsi qu'en dispose la Constitution, qu'a eu lieu la prestation de serment devant les membres de l'Assemblée et les membres de la Cour suprême. Conformément à la Constitution, à la question posée par le président de l'Assemblée nationale, d'engagement sur l'honneur et devant Dieu de servir le peuple camerounais et défendre l'unité et l'intégrité de la nation, son Excellence Paul Biya a répondu à Edo Souhait. Je le jure, devenant ainsi le nouveau président de la République unie du Cameroun. Après une tournée à l'intérieur du pays pour demander au peuple d'apporter son soutien à son successeur, le président Amadou Ahidjo se retire dans sa ville natale de Garoua, où il continue de téléphoner au président Paul Biya pour lui prodiguer des conseils ou en tout cas apporter son point de vue sur les grandes orientations du pays. Lorsqu'il partait, sa femme m'avait appelé et m'avait recommandé de soutenir les nouveaux venus. C'était sa recommandation. Il m'avait dit, comme tu m'as soutenu, comme nous avons travaillé, fais de même pour ceux qui arrivent. Ahidjo reste le président du parti unique, l'UNC, l'Union nationale camerounaise, un poste stratégique qui va faire dire à quelques-uns qu'en le conservant, il a voulu continuer d'influer sur le pouvoir. Il voulait démissionner, ça je le jure devant Dieu, il voulait démissionner de tout, remettre le tout à son successeur. Mais je vous ai dit toute la journée, ça a été des pourparlers, des machins pour le maintenir d'abord lui au pouvoir, essayer de lui faire prendre un congé, essayer de pourvoir le machin. Et il a reçu dans la soirée deux de ses collègues du comité central. Donc Moussa Yaya, donc comment il s'appelle, Ousmane May, qui était gouverneur du Cameroun. Ils m'ont appelé, j'étais en bas, ils m'ont dit qu'on a demandé un rendez-vous au président qui ne veut pas nous recevoir. Et essayer d'intervenir parce qu'il faut absolument qu'on le voie, c'est très important. Avant que le comité soit envoyé, avant que comment vous appelez ça, quand le communiqué soit envoyé. Alors je suis venu le voir, il était au salon. J'ai dit voilà, Moussa Yaya est dehors avec Ousmane May, ils veulent te voir. Il m'a dit non, je ne vais pas les recevoir parce que je sais ce qu'ils vont me demander. Lui pensait à le persuader d'accepter le repos. J'ai dit non, essaie de les recevoir, tu ne sais pas ce qu'ils vont te dire. Tu es libre de dire oui ou non, mais enfin reçois-les.
Alors, avant que tu envoies le communiqué, il les a reçus. Je n'ai pas assisté à leur discussion. Ils sont rentrés au salon, ils ont discuté avec lui, je n'étais pas là. J'étais dans mon salon. Et après, il m'a appelé. Il m'a dit, ils ont réussi à me convaincre que pour l'intérêt du Cameroun, pour ne pas faire un chaos, parce que lui, dès que tu lui parlais de l'intérêt du Cameroun et qu'il voyait que l'intérêt du Cameroun était vraiment en jeu, il était prêt à tout. Il m'a dit, ils ont demandé que je garde au moins le parti, qu'on l'efface du communiqué, que le communiqué n'annonce que ma démission. Mais que si le Cameroun apprend en même temps qu'il a donné tout à Biya, ça risque d'être un chaos. Ça risque d'être un désarroi général. Mais ils m'ont demandé de le garder au moins quelque temps avant de remettre à Biya. Alors il me dit, ils ont fini par me convaincre. Et j'ai accepté. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, je vais le dire à Biya. Donc, il a téléphoné à Biya. Il lui a dit, voilà ce que les camarades sont venus me dire. Ils ont réussi à me convaincre. Donc, dans un premier temps, on va l'enlever du communiqué. Le communiqué là a même mis du tard. On mettait la musique, on remettait la musique avant qu'il soit annoncé. C'était tout ça là qui circulait. Alors, il a dit, je garde le pouvoir, le parti pendant au moins 8 mois. Il a dit de 6 à 8 mois, il lui a dit. De 6 à 8 mois. Le lendemain, il s'est rendu compte que Biya n'était même pas au comité central. Je ne s'était pas rendu compte. Alors, il a appelé, je me rappelle, les gens du comité central, là, je ne me rappelle pas, il y avait quelques-uns, il leur a dit, faites vite pour que Biya soit nommé président adjoint du comité central. Donc, on a nommé Biya président adjoint. Et Ahidjo, ça je suis sûr et certain, il a fait les pleins pouvoirs. On a toujours dit qu'Ahidjo voulait, tout de suite après, il faisait tout pour revenir au pouvoir. Mais je ne comprends pas cette aberration. Quelqu'un de lui-même décide de démissionner contre l'avis de ses ministres qui étaient là, contre l'avis de tout le monde. Ça a été un boom. Pourquoi avoir démissionné pour revenir au pouvoir? Pourquoi il s'est revenu? Pourquoi il a démissionné alors? Personne ne le poussait, personne ne l'obligeait à démissionner. Ce n'était même pas couru, il n'avait pas annoncé aux gens qu'il allait démissionner et puis qu'il a fait marche arrière. Il n'a dit à personne. Il n'y avait que moi qui savais qu'il devait démissionner. Alors, est-ce que vraiment c'est logique? À aucun moment, je vous assure, à aucun moment, Ahidjo n'a pensé revenir au pouvoir. Quoi qu'il en soit, au cours de l'année 1983 qui s'écoule paisiblement, les relations entre l'ancien président Amadou Ahidjo et son successeur Paul Biya semblent se distendre. Ce n'est plus le parfait amour. Le jeune président désire visiblement prendre son indépendance. Et bien sûr, ses proches, ses collaborateurs, veulent couper au plus vite le cordon qui les lie. Moi, je me dis, tout ce qui s'est passé entre Ahidjo et Biya, il y a beaucoup d'entourage était derrière. Il y a d'abord les gens de son ethnie. Je suis sûr. Ce qu'Ahidjo n'a pas fait, n'a pas mis son ethnie au-dessus, n'a pas mis la religion au-dessus, n'a pas mis machin. Et lui, son ethnie est tout de suite venu au-dessus. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'entourage a ses torts, mais l'entourage, on l'a choisi. Donc, on doit assumer. Bon. Mais, quelquefois, il est nuisible. J'ai entendu dire, Ahidjo avait été nommé l'homme de l'année. Appelé l'homme de l'année cette année-là. Bon, il y a eu une cérémonie où on devait lui remettre le diplôme de je ne sais pas quoi. Et il paraît le protocole a fait les machins, a donné à mon mari le protocole comme quoi il arrivait. Vous savez, le protocole d'arrivée. Il arrivait en premier. Bon, ne serait-ce que par le machin africain, par respect. Il était le président, il a démissionné. Il t'a donné, vous êtes son doyen, son dauphin. Il vous a donné. C'était logique qu'on lui ait donné. Que Biya arrivait après. Bon, après j'ai entendu dire que oui, les gens de son entourage là, oui, c'est pas normal, après tout, c'est vous le président maintenant, c'est pas normal que le vieux vienne avant. Ça a commencé par là. Ahidjo l'a appris, ça l'a un peu vexé quand même. Je suis allé voir le président Ahidjo sur la côte à un moment donné où il n'y avait pas encore
ce drame. Et il m'a montré